Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info pour votre édition du week-end. Voici les titres de ce 1er juillet. Le lycée technique et hôtelier portera désormais le nom du prince Régnier III. Une cérémonie a eu lieu ce matin en présence de la famille princière. Reportage à suivre dans quelques instants. Toujours dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III, nous vous ferons découvrir ce soir l'exposition « Le prince chez lui » présentée au Palais Princier. Puis nous irons prendre des nouvelles des cavaliers monégasques qui participent aux différentes épreuves du jumping international de Monte-Carlo. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est une question que nous avons souvent entendue et que l'on se pose encore plus avec les fortes chaleurs. Marie-Amélie Druhen, journaliste de Cuisine Actuelle, viendra nous livrer quelques conseils. Nous ouvrons donc ce journal avec ce nouveau temps fort de l'année de commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Le lycée technique et hôtelier portera désormais le nom du prince bâtisseur. Une cérémonie a eu lieu ce matin en présence de la famille princière. Le récit de Christina Thomel sur des images d'Olivier Bonello. Il porte désormais ses lettres de noblesse. Jusqu'à ce jour, le lycée technique et hôtelier de Monaco n'avait pas vraiment de nom et portait un acronyme LTHM. Aujourd'hui, il endosse le nom d'un prince qui a beaucoup œuvré pour la principauté, notamment pour l'éducation, en fondant en 1969 cet établissement qui propose différentes formations menant au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Aujourd'hui, le lycée Régnier III rend donc hommage à celui qui régna sur la principauté durant près de 56 ans. Alors, le prince Régnier III a beaucoup œuvré pour la principauté, en particulier dans le domaine scolaire, puisqu'il a bâti des établissements scolaires. Et jusqu'à présent, dans les établissements publics, il y avait un collège Charles III, il y avait un lycée Albert Ier. Et dans les principaux princes qui ont bâti la principauté que nous connaissions aujourd'hui, finalement, il manquait le prince Régnier III pour un établissement scolaire. Donc, dans la mesure où le lycée technique et hôtelier n'avait pas de nom, simplement un acronyme, LTHM, il a été choisi effectivement par la famille princière de donner à la jeunesse finalement cette mémoire du prince Régnier III en héritage. On a déjà souhaité mettre en avant le fait qu'il soit présent dans le lycée, donc d'où la statue de l'artiste Vercade. Ça, c'était très important de montrer matériellement la figure du prince Régnier III, également la photo qui le représente, donc matérialiser, montrer que l'identité du lycée, au-delà même, je dirais, de l'enseigne, il y avait sa présence physique. Et puis, on essaiera aussi de mettre en place des ponts au niveau des enseignements, notamment pour valoriser tout ce qu'a fait le prince Régnier III, notamment pour l'industrie du pays, pour l'économie du pays. Et ici, nous avons des formations industrielles, d'hôtellerie-restauration, de services, toutes ces formations qui je dirais, participent à l'économie du pays. Donc, il y a des liens naturels qui se feront. La nouveauté, c'est les classes supérieures qui étaient au lycée Albert Ier, qui nous rejoignent ici pour le BTS comptabilité. Ça permettra à nos élèves qui rentrent en seconde de faire un cursus sur la voie supérieure et d'imaginer d'une nouvelle façon leur avenir et pouvoir s'exprimer différemment. C'est donc sous le regard bienveillant du prince Régnier III que les nouveaux élèves du lycée technique et hôtelier feront leur entrée en septembre prochain. Le lycée Régnier III ouvrira ses portes pour la rentrée scolaire 2023-2024 le 11 septembre prochain. Et dans le cadre de ces commémorations, plusieurs expositions sont proposées. Elles mettent en valeur la personnalité du prince Régnier III, ses engagements et ses passions. Exemple ce soir avec celle proposée au Palais Princier, Un prince chez lui, réalisé par les archives du Palais Princier et l'Institut audiovisuel de Monaco. Visite guidée avec Sandrine Nègre. Dès les premières minutes de la visite, votre attention sera très certainement comme la nôtre, interpellée par une très belle voix, celle du prince Régnier III. Et je crois que son héritage de 7 siècles lui confère une renommée, un prestige qui l'agrandit une joie de ses frontières naturelles. Car l'exposition propose des photographies, mais aussi des éléments audiovisuels pour nous plonger dans des interviews qui nous permettent d'entendre le prince Régnier III. Le prince chez lui, c'est découvrir au fil de ses pièces un souverain, oui, mais qui fut d'abord un petit garçon,
un frère, un jeune homme, puis un prince, un chef d'État, un mari, un père, et pas seulement. Victor Hugo a écrit « L'art d'être grand-père », une phrase qui peut aussi décrire le prince Régnier III, comme en témoigne cette jolie photographie. Le prince Régnier va peut-être se révéler à certains qui ont connu le prince Régnier, qui ont connu peut-être certains aspects de son existence, de son œuvre, d'homme public, de prince ayant œuvré pendant 56 ans pour son pays, pour le faire prendre au sérieux, pour le remodeler, pour le préparer à la modernité du XXIe siècle. Mais peut-être certains connaissent moins les aspects liés au palais. Le palais a été évidemment sa résidence publique, le lieu d'ostentation de la monarchie, le lieu symbolique de son pouvoir, mais aussi son lieu de résidence. C'était d'ailleurs son lieu de naissance. Accession au trône, nouvelle constitution, travail avec ses collaborateurs, passion pour l'automobile et la sculpture, sa vie au palais, mais aussi dans sa maison de Rocagel et au château de Marché, sans oublier les célébrations avec les Monégasques. Tout, vraiment tout est intéressant. Toutes les légendes qui accompagnent les photos portent la marque, le témoignage, la parole du prince Régnier qui ajoute un éclairage différent. Donc c'est aussi quelque part aussi un peu le prince par lui-même qui commente les photos de sa personne. À découvrir jusqu'au 20 août donc, Le Prince chez lui, exposition sur le prince Régnier III, un prince toujours bien présent dans le cœur des Monégasques, une exposition qui permettra aussi aux nouvelles générations qui ne l'ont pas connu d'en savoir plus sur ce prince qui a tant fait pour Monaco. Instant d'ailleurs émouvant, plusieurs de ses arrière-petits-enfants ont pu découvrir l'exposition. Et l'exposition Le Prince chez lui est à découvrir jusqu'au 20 août. Autre rendez-vous à retenir, la projection du film Régnier III par lui-même, un documentaire réalisé par Yann Anthony Nogues qui sera projeté au Grimaldi Forum. La date du 4 juillet affiche en complète. Une seconde séance a été ajoutée le 5 juillet pour permettre à la population de découvrir ce film où l'on entend en quelque sorte le prince Régnier raconter sa propre histoire. À noter que l'entrée est libre et gratuite, infos et réservations sur le site internet du Grimaldi Forum. Le jumping international de Monte-Carlo se poursuit sur le port Hercule. Les meilleurs cavaliers au monde sont au rendez-vous de cette 18e édition, mais également les espoirs monégasques qui participent à différentes épreuves. Le reportage de Christina Tomel et Olivier Bonello. Le jumping international de Monte-Carlo se poursuit sur le port Hercule et si ce soir, le Grand Prix du Prince clôturera l'événement avec les meilleurs cavaliers mondiaux. Les cavaliers amateurs ont participé tout au long des journées à différentes épreuves, des épreuves nationales au CSI 2 étoiles, si tous concouraient pour gagner et pour hisser au plus haut les couleurs de leur nation. Le drapeau monégasque était bien représenté dès le début des épreuves jeudi. Une fierté pour les cavaliers de la Fédération monégasque. C'est le seul concours qu'il y a à Monaco tous les ans et vu en étant monégasque, c'est super cool de pouvoir faire un concours à la maison et ça mélange la vie de la ville toute l'année avec la vie des chevaux qui est notre quotidien aussi. Le jumping, chaque année, on le redoute un peu parce que c'est quand même impressionnant et tout ça pour les chevaux, mais c'est une super expérience. En plus, c'est chez nous, donc c'est particulier quand même. Donc, mais c'est sympa. Après, c'est pas facile pour tous les chevaux, mais je trouve ça intéressant parce qu'au moins ils apprennent à travailler sur différentes pistes et plus compliquées ou plus faciles et je trouve ça sympa. C'est très compliqué, c'est une piste très très petite parce qu'il n'y a pas énormément de place à Monaco et donc c'est assez compliqué, les chevaux se retiennent beaucoup et il y a beaucoup de choses tout autour donc c'est assez compliqué de monter sur cette piste. C'est la première fois, il est jeune et il n'a pas encore beaucoup d'expérience mais il apprend vachement vite et normalement ça va aller sur la bonne voie. Je suis très contente de mon épreuve avec mon cheval parce qu'hier il était un peu tendu, il n'était pas très à l'aise, c'est un cheval un peu inquiet et là il était beaucoup plus relâché donc je suis très contente de lui et de ce qu'on a fait aujourd'hui. Une bonne expérience donc pour leur jeune monture et une compétition pleine de promesses et un bon tremplin pour les 2 jeunes cavalières émérites de la Principauté qui participeront d'ici quelques semaines au championnat d'Europe à Borla en Italie. L'occasion une fois encore de faire briller les couleurs de la Principauté à l'étranger.
Alors qu'il a signé le deuxième temps des qualifications hier, Charles Leclerc est passé à côté de la course sprint du Grand Prix d'Autriche ce samedi. Parti 9e avec 3 places de pénalité, le pilote monégasque a terminé 12e. Le Grand Prix d'Autriche sera à suivre ce dimanche à partir de 15h sur le circuit de Spielberg. Le 15 de France a choisi Monaco pour préparer la prochaine Coupe du Monde. À partir de demain, les 42 joueurs retenus par le sélectionneur Fabien Galtier débuteront un stage en principauté. 2 semaines intenses où les Bleus prendront le temps de partager un moment privilégié avec les supporters. L'entraînement du 7 juillet au Stade Louis II sera ouvert au public à partir de 13h. Il est cependant indispensable de s'inscrire sur le site francerugby-entraînement.fr. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Une question récurrente que nous avons souvent entendue. Et il faut le dire, la réponse s'avère de plus en plus difficile avec ces fortes chaleurs. La quête de fraîcheur dans nos assiettes n'a jamais été aussi omniprésente. Pour faire le point et nous donner quelques conseils culinaires, Marie-Amélie Drouhen est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste chez Cuisine Actuelle. Tout d'abord, comment peut-on expliquer le fait que l'on ait moins d'appétit l'été? Alors ça, c'est une excellente question que des scientifiques pourraient davantage expliquer. Je pense que la chaleur, on a envie de manger forcément moins gras, on a envie de fraîcheur dans l'assiette. Effectivement, on oublie les plats en sauce, ça donne pas du tout envie. Effectivement, on recherche cette fraîcheur dans l'assiette. C'est beaucoup d'eau en fait, beaucoup de fruits, de légumes gorgés d'eau. Je pense que ça s'explique principalement comme ça. Marie-Amélie, est-ce qu'il y a des aliments plus désaltérants qui apportent une fraîcheur en bouche en ces périodes de forte chaleur? Bien sûr, je pense évidemment à tout ce qui est melon, pastèque, concombre, tout ce qui est pêche, nectarine, c'est la saison, on en profite. C'est vraiment des bonnes tomates gorgées de soleil. Ça y est, on commence à avoir des belles tomates, surtout dans le sud de la France. Donc c'est vraiment ça qu'on a envie de manger et qu'il faut privilégier parce que ce sont des produits de saison. La Cuisine Actuelle, de toute façon, on vous dit cuisiner de saison. C'est des produits très simples, cuisinés très simplement. Il suffit parfois d'un tout petit peu, juste une bonne huile d'olive. Et alors là, c'est extraordinaire. On a l'impression aussi qu'on se dirige plus vers des plats sucrés salés. Est-ce que c'est le cas l'été? Ben oui, c'est vrai qu'on peut être tenté, notamment lors des apéros dînatoires, d'associer la mozzarella avec du melon sur une petite brochette, c'est des choses qui se font assez simplement. Je pense aussi aux salades de melon, pastèque, feta. C'est vrai qu'on est plus tenté d'associer les légumes avec des fromages par exemple, ou je pense aussi une vieille recette, mais qui plaît toujours autant, le melon avec un bon jambon, un petit beurre de Porto si on en dit. Ça marche super bien, en fait. Mais je sais pas si c'est spécifique à la période de l'été. Je pense que en hiver, on aime bien aussi, je pense aux tagines, où on va mettre des fruits secs, ça marche bien aussi. Mais il est vrai que on a envie, c'est la période des fruits, donc on a envie de les mettre dans l'assiette avec un petit magret de canard avec des petites cerises, c'est la pleine saison, ça c'est super. Est-ce qu'il y a des plats incontournables cet été? Ce qui explose particulièrement, on en voit pas mal sur les réseaux sociaux, c'est attention, je ne sais pas trop le prononcer, mais shakshuka ou les chouchouka, c'est un plat qui nous vient du Maghreb et de la Tunisie notamment. C'est très simple en fait, il y en a de plusieurs sortes, mais c'est un petit peu aussi ce qu'on appelle les œufs à la provençale. Donc, c'est des légumes réduits, de la tomate, du poivron, des oignons. On fait bien compoter tout ça et on casse un œuf au dernier moment. Et ça, c'est super. Et on voit vraiment que c'est très, très tendance cet été. Est-ce qu'il y a un plat, que vous préférez cuisiner en ces périodes de forte chaleur? Il y a un truc que j'adore faire, c'est une tarte tatin façon tian. Donc, en fait, c'est très simple. On peut faire des petites lamelles d'aubergines, de tomates, d'oignons, de poivrons. On tapisse bien le fond d'un moule à remplir. On verse un bon filet d'huile d'olive, des petites herbes, du thym, ce qu'on a sous la main. Et on recouvre d'une pâte feuilletée. On fait cuire ça au four
on retourne. Alors, évidemment, on a bien disposé la rosace d'aubergines, de tomates pour avoir quelque chose de très joli. Et je peux vous dire que ça fait son petit effet dans l'assiette. Oui, parce qu'avant tout, on veut aussi que ça soit visuel et qu'on ait un petit peu de soleil dans notre assiette. Évidemment. Je pense aussi à quelque chose qui est très simple et qu'on peut tous faire. C'est une jolie salade de tomates. Et alors là, on se régale avec toutes les variétés de tomates anciennes qui reviennent sur nos étals depuis quelques années. De la tomate ananas, de la green zebra, de la noire de Crimée, une belle cœur de bœuf. On a ces 4 couleurs, noire, rouge, orange, verte. Et donc, on peut faire des petites rondelles de tomates, disposer ça très harmonieusement. Pareil, un bon filet d'huile d'olive, du basilic frais, et puis le tout est joué, une petite burrata qu'on sert à partager. Voilà. Et ce que je conseille aussi, c'est pas forcément de mettre ça dans un saladier, mais de disposer ça comme un carpaccio, qui est très joli. Voilà, on présente ça sur la table et alors là, on se régale déjà avec les yeux une première fois et puis après on se régale dans l'assiette. Et on en a déjà l'eau à la bouche quand vous nous le racontez. Merci infiniment Marie-Amélie Druhen d'avoir été avec nous ce soir. Et on le rappelle que toutes les bonnes recettes sont à retrouver dans Cuisine Actuelle. Merci. Merci à vous. Et qui dit soleil, dit forte chaleur, dit aussi protection. Il existe des gestes simples à adopter, à commencer par appliquer un écran solaire. Christophe Paco s'est entretenu avec la dermatologue Marine Cavalli. C'est notre seconde invitée du JT. Docteur Marine Cavaillé, bonsoir à vous. Bonsoir. On le disait il y a quelques jours de l'été, vaut mieux se prémunir, mieux faire attention. Vous êtes dermatologue, on le disait. Et honnêtement, chaque année, il faut faire attention à ce soleil qui nous est cher. Quels sont les premiers conseils? C'est une large exposition qu'il faut éviter? On a la chance d'habiter dans une région qui est particulièrement ensoleillée. C'est un avantage, mais effectivement, c'est aussi un inconvénient puisqu'on est exposé à longueur d'année au soleil. Été comme hiver, on a des étés très longs qui commencent au mois de mai et qui se prolongent souvent jusqu'au mois d'octobre. Et donc, évidemment, il faut faire attention, éviter de s'exposer volontairement entre midi et 16h, préférer l'ombre, appliquer un écran solaire, porter des vêtements couvrants, lunettes, casquettes. Mais je dirais qu'il faut particulièrement faire attention au soleil du quotidien. Le soleil qu'on prend malgré soi en marchant dans la rue ou en faisant ses courses, en faisant son jardin. C'est ce soleil-là qui est particulièrement... qu'on prend particulièrement tout au long de l'année. Ce fameux mélanome, ce cancer de la peau, fait des victimes chaque année. C'est ça qui est important à rappeler aussi. Oui, le soleil, donc l'exposition au soleil chronique et également les expositions intenses aux UV, en particulier les coups de soleil dans l'enfance et l'adolescence, sont des facteurs de risque de développer un cancer de peau. Le plus dangereux étant heureusement le plus rare est le mélanome et d'autres cancers beaucoup plus fréquents qui sont les carcinomes basocellulaires et qui sont effectivement liés à la fois au cumul d'expositions solaires à l'échelle d'une vie et également à un terrain génétique et au phototype des personnes. En particulier, on n'est pas tous dotés du même capital solaire à la naissance. Et les personnes à phototype clair, donc les yeux clairs, la peau claire, qui prennent des coups de soleil facilement, sont plus à risque que le reste de la population de faire des cancers de peau et doivent plus particulièrement se protéger. Quel est le premier signe finalement? Quel est le premier facteur? Les critères concernant les grains de beauté qui doivent inquiéter et faire consulter par rapport à un grain de beauté qui serait atypique sont les critères ABCDE, A comme asymétrie, B comme bordure irrégulière, C comme couleur hétérogène, D comme diamètre supérieur à 7 mm et E, je dirais que c'est le plus important, comme évolutivité, c'est-à-dire un grain de beauté qui double de taille en quelques semaines ou un grain de beauté qui se met à saigner spontanément. Ce sont des critères qui doivent inquiéter. Je fais bien la différence avec des grains de beauté épais qu'on aurait écorchés et qui, eux, ne vont pas présenter plus de risques du fait qu'ils aient été écorchés si de base ils sont bénins. Et dans le cadre de la prévention, justement pas plus tard qu'hier, vous étiez auprès des plus jeunes, même des plus anciens, parce que c'est une population à risque, la population qui se baigne, que ce soit au Larboto ou à la piscine. Hein. Oui, tout à fait. Nous avons organisé une journée de prévention et de sensibilisation à la photoprotection pour que justement les patients soient sensibilisés aux facteurs de risque de mélanome qui sont notamment les gros coups de soleil dans l'enfance et l'adolescence,
Et pour les personnes les plus âgées, le cumul de soleil pris au fur et à mesure de la vie. Nous avons donc distribué des échantillons de crème solaire en partenariat avec les laboratoires Coty-Lancaster et nous avons délivré des messages et des prospectus de prévention aux clients de la piscine de Monaco. Et bien choisir aussi sa crème de protection, c'est important. Il ne faut pas prendre des crèmes moins chères, il faut prendre de vraies belles crèmes. Et qu'est-ce qu'on met? On met du 30%? Mais qu'est-ce qu'on met? Il faut privilégier un indice, un SPF au minimum de 30 et l'appliquer généreusement, donc en couche épaisse et le renouveler toutes les 2 heures idéalement et après chaque baignade et chaque disons essuyage qui va effectivement enlever de la crème et faire perdre en efficacité. On a parlé, j'aimerais conclure là-dessus, docteur, évidemment de ces grains de beauté qui peuvent nous inquiéter. Vous avez parlé de saignement, là il faut vraiment consulter très rapidement. Si on a des petites taches sur la peau comme presque naturelles, comme quand on va sur les bateaux, oui. Ces traces blanches, ou un petit herpès, ou une lèvre qui gonfle, ce sont des signes aussi? Alors non, l'herpès c'est complètement indépendant. Le soleil a un petit effet qui diminue l'immunité de la peau et donc favorise les crises d'herpès, mais donc rien à voir avec les facteurs de risque liés au cancer de peau. Et les taches ne sont pas forcément dangereuses en elles-mêmes, mais elles sont le témoin d'un vieillissement cutané prématuré induit par le soleil, ce qu'on appelle le photovieillissement, et donc sont un marqueur de consommation du capital solaire. Voilà. Merci 1000 fois, docteur Marine Cavaillé, d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci. Du 4 au 9 juillet, un parcours artistique est organisé à l'occasion de la Monaco Art Week, une semaine consacrée à l'art et au design. Louise Greter, présidente de la Monaco Art Week, est au micro d'Émilie Terrasson. On est fiers d'annoncer la 5e édition cette année avec 16 participants. Et on organise pas mal de choses du 4 au 9 juillet, surtout un parcours artistique qui fait, on fait un walking tour de la principauté de chaque galerie et un peu autour des jardins. De chaque galerie et chaque maison de vente, ils ont une exposition et un vernissage au début de la Monaco Art Week. Dans le reste de l'actualité en images et en musique, la Fondation Flavien a organisé vendredi soir un apéro-concert Place d'Armes. Les sons des années 80 ont résonné dans le quartier de la Condamine pour un rendez-vous au profit de l'association qui lutte contre les cancers pédiatriques. Rejoignons à présent Justin Adel pour vos prévisions météo. Bonsoir Justin, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Pour ce dernier jour du week-end, pas vraiment d'amélioration. Le temps devrait être similaire à celui de samedi. Du soleil, certes, mais surtout quelques passages nuageux. Le risque de précipitation reste très faible. Les températures iront de 20 à 25 degrés. Le soleil se lèvera à 5h50 avant de tirer sa révérence à 21h17. L'indice UV sera tant qu'à lui de 9. En ce 2 juillet, nous fêterons la Saint-Martinien. Merci Justin pour toutes ces précisions. On referme ce journal comme nous l'avons débuté avec le lycée technique et hôtelier qui porte désormais le nom du Prince Régnier III. Photo signée ce soir Frédéric Nébinger. Excellente soirée à tous et à demain 19h pour le best-of de la semaine.